Ce film commence par une scène où l'on voit un homme occupé à souder un appareil le soir, avec sa jeune fille assise à côté de lui et souriante. Quelqu'un frappe à la porte et l'homme ouvre. Ce sont des voleurs, et l'un d'eux, en disant « on ne peut échapper au destin », frappe l'homme à la tête avec une batte, puis il maltraite et tue sa femme et sa fille sous ses yeux. Les auteurs ont été rapidement arrêtés et jugés. L'affaire est confiée à un jeune procureur adjoint, Nick. Peu avant le procès, Nick informe Clyde que l'accusation n'a pas assez de preuves et qu'elle a donc passé un accord avec Darby pour qu'il témoigne contre eux et obtienne en échange une réduction de peine. En entendant cela, notre héros supplie Nick de ne pas passer d'accord avec Darby et de faire tout ce qu'il peut pour que les deux criminels reçoivent une juste punition pour leurs crimes. Mais Nick lui répond que le marché a déjà été conclu. Finalement, Ham est condamné à mort et Darby à 3 ans de prison. À la sortie du tribunal, le criminel satisfait serre la main de Nick, ce que remarque Clyde, accablé de chagrin. 10 ans se sont écoulés et Nick se rend au travail comme d'habitude, après quoi il se rend avec son assistante Sarah à l'exécution d'Ham. C'est la première fois que la femme assiste à un tel événement et elle est donc nerveuse. Nick le remarque et assure à Sarah qu'après l'injection indolore, l'homme s'endormira simplement pour toujours. Cependant, après l'exécution de la sentence, Ham meurt dans une terrible agonie et ses derniers mots ont été « Vous exécutez le mauvais homme ». Nick, préoccupé par ce qui s'est passé, consulte ses collègues et suggère que la machine a peut-être été délibérément endommagée par quelqu'un. Cependant, il reçoit bientôt une perfusion vide sur laquelle est inscrite la phrase « On n'échappe pas à son destin ». Nick se souvient que cette phrase a déjà été prononcée par Darby dans la salle d'audience. La police se lance immédiatement à la poursuite du criminel. Pendant ce temps, Darby s'amuse dans son appartement, et soudain le téléphone sonne, alertant l'homme de l'approche de la police. Anonymous ordonne au criminel de courir sur le toit des maisons pour s'enfuir, et l'informe qu'une voiture de police avec un conducteur assommé à l'intérieur est déjà garée à proximité. Le criminel monte instantanément dans la voiture et, s'emparant de l'arme, ordonne au conducteur de partir. Il se retrouve bientôt à la périphérie de la ville. Le chauffeur sort de la voiture et enlève sa perruque et ses lunettes, sous lesquelles apparaît Clyde. Darby reconnaît l'homme et tente de lui tirer dessus, mais des aiguilles sortent soudain de la poignée de l'arme et s'enfoncent dans le bras du criminel. Notre héros informe Darby qu'il vient d'être paralysé par un poison spécial qui paralyse mais n'affecte pas le système nerveux, et laisse la victime capable de ressentir toute la douleur. À la tombée de la nuit, nous voyons Clyde parler à un homme immobile et terrifié dans un entrepôt abandonné. Clyde pose des garrots au criminel pour qu'il ne meure pas prématurément d'une perte de sang. Notre héros explique que l'injection d'adrénaline empêchera Darby de s'évanouir et que le miroir suspendu en face de lui, avec une photo de la famille défunte de Clyde, permettra au criminel d'assister à la scène. Clyde filme l'ensemble du processus. Le lendemain, la police retrouve le corps mutilé de Darby, et Nick suppose que Clyde est la seule personne qui aurait pu avoir un mobile. Le même jour, Clyde est arrêté. Cependant, lors de l'interrogatoire du suspect, Nick est confronté à un problème de taille, car il n'y a pas de preuve directe contre Clyde, et le mobile seul ne suffit pas à mettre le suspect en prison. L'assistant du procureur pose plusieurs questions au suspect, auxquelles Clyde répond, mais de manière évasive. Satisfait du travail accompli, Nick s'apprête à partir, mais Clyde déclare qu'il sera impossible de prouver sa culpabilité devant le tribunal. Notre héros accuse Nick de négligence, car il n'a pas avoué directement le meurtre d'Ham et de Darby, mais a seulement dit qu'il souhaitait leur mort. De plus, ces criminels auraient pu être tués par n'importe qui, de sorte que le jury se rangera probablement du côté de l'homme qui a perdu sa famille, Clyde. Toutefois, si Nick livre un matelas orthopédique dans la cellule de Clyde, il obtiendra de lui des aveux sincères. Parallèlement à ces événements, un coursier apporte au domicile de Nick un disque contenant une vidéo de l'opération sur Darby, qui effraie beaucoup sa femme et sa fille. Nick est très en colère lorsqu'il apprend cela, mais il cède aux supplications de son collègue pour clore l'affaire au plus vite. Finalement, la demande de Clyde est acceptée et un matelas est apporté à l'homme. Le procès a bientôt lieu, mais notre héros ne tient pas parole et déclare au juge que l'accusation n'a pas suffisamment de preuves de sa culpabilité et que, par conséquent, s'il n'est pas libéré sous caution, Clyde considérera qu'il s'agit d'une violation de ses droits constitutionnels. Pour être plus convaincant, l'homme mentionne un prétendu précédent, et le juge, croyant les paroles de l'homme, est prêt à libérer Clyde. Mais soudain, Clyde commence à insulter la femme et à accuser le juge d'avoir cru à son mensonge et de l'avoir presque laissé rentrer chez lui alors qu'il a tué 2 personnes. Clyde est persuadé qu'à cause de ces juges qui ne connaissent pas la loi, des centaines de criminels sont libérés chaque jour.
Finalement, le juge refuse de libérer notre héros sous caution et il est renvoyé en prison. Le lendemain, Clyde fait une confession sincère à Nick. Cependant, alors que Nick s'apprête à partir, l'homme lui propose soudain un nouveau marché. Si, à 13 heures précises, dans la cellule de Clyde, on apporte un grand steak à l'os avec un plat d'accompagnement et qu'on met de la musique, Clyde dira où chercher l'avocat Darby, qui a disparu. Nick, bien que réticent, décide d'honorer la demande du prisonnier. Cependant, la livraison du steak a 8 minutes de retard, en raison du refus du directeur de la prison d'accéder à la demande du prisonnier. Finalement, après avoir reçu un délicieux déjeuner, Clyde donne les coordonnées de l'avocat et Nick se rend en hélicoptère à l'endroit indiqué. Nick trouve bientôt une cachette dans le sol et un avocat mort avec un masque à oxygène sur le visage. Il s'avère que l'oxygène a cessé d'arriver à l'homme à 13h15 exactement. Nick a mis 15 minutes pour quitter la prison en hélicoptère, et il s'avère que si Clyde s'était fait livrer son déjeuner à temps, l'avocat serait en vie. Parallèlement à ces événements, Clyde tue brutalement son compagnon de cellule avec un os de steak, après quoi il est transféré dans l'unité d'isolement. Nick retourne ensuite à la prison et demande à Clyde pourquoi il a torturé et tué ses victimes. Clyde répond que les gens ont la responsabilité d'assumer leurs paroles et leurs actes. Nick rend alors à l'homme le bracelet fabriqué par sa fille et lui demande si sa femme et sa fille décédées auraient approuvé les meurtres. Clyde répond qu'elle s'en fiche désormais. Sarah trouve bientôt des informations intéressantes sur Clyde. Il s'avère que le prisonnier possède plusieurs factures payées par le ministère de la Défense et 9 propriétés enregistrées d'abord à son nom, puis réécrites au nom d'une société panaméenne. Le procureur, profitant de vieilles relations, et Nick viennent rencontrer l'espion du gouvernement. L'homme leur explique que Clyde est un stratège né, spécialisé dans les opérations secrètes, et qu'il est capable d'abattre n'importe qui à distance. Il ajoute que le ministère de la Défense a toujours fait appel à Clyde lorsqu'il s'agissait d'éliminer des personnes indésirables sans laisser de preuves. Ainsi, si Clyde veut se débarrasser de quelqu'un, il n'y a personne pour l'en empêcher, alors le meilleur moyen de l'arrêter est de l'abattre dans sa cellule. Le lendemain, Nick et le procureur viennent voir la juge fédérale et la persuadent de placer Clyde en isolement total, car il est beaucoup plus dangereux qu'il n'y paraît. La juge accepte, mais n'a pas le temps de signer le document, car elle est tuée par un engin explosif placé dans son téléphone. Après cela, Nick retourne en prison et dit à Clyde que la vengeance ne l'aidera pas à retrouver sa famille, mais ces mots rendent l'homme furieux. Le prisonnier déclare qu'il ne s'agit pas d'une vengeance, mais d'une guerre qu'il a déclarée à l'ensemble du système judiciaire corrompu. Clyde fait alors une nouvelle demande à Nick, soit il sera libéré avant 6 heures du soir et toutes les charges seront abandonnées, soit il détruira tout le monde. Nick ne croit pas Clyde et refuse de le libérer. L'homme, avec Sarah, commence à vérifier les dossiers de tous les détenus de la prison, supposant que Clyde a un partenaire. À 18 heures, rien ne se passe et Nick laisse tout le monde rentrer chez lui. Cependant, Nick doit bientôt regretter sa décision, car les voitures ainsi que 6 employés et collègues de Nick ont explosé et Sarah fait partie des morts. Plus tard, près du mur de la prison, la police a trouvé un émetteur radio qui avait fait exploser les voitures piégées. Craignant pour la vie de sa famille, Nick l'envoie loin de la ville. Ensuite, Nick retourne en prison et y bat Clyde, exigeant que l'homme cesse immédiatement de tuer des innocents. Clyde lui répond que si Nick ne s'était pas rendu il y a 10 ans, même s'il avait perdu le procès et Cam et Darby n'étaient pas allés en prison, il lui suffirait que Nick ait fait de son mieux pour que justice soit faite, mais que Nick ne l'ait pas fait. Désormais, Clyde s'est juré de détruire ce système judiciaire corrompu. Les funérailles de Sarah ont lieu et Nick et le procureur arrivent. Cependant, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une autre personne qu'eux au cimetière. Cette personne contrôle à distance un robot équipé de tout un arsenal, qui commence par désactiver toute l'électronique des voitures, puis tire sur la voiture du procureur et la fait exploser. Déprimé par cet incident, Nick démissionne. Cependant, le maire de la ville non seulement n'accepte pas la démission de l'avocat, mais nomme Nick comme nouveau procureur. Le maire déclare alors l'état d'urgence dans la ville et Nick se consacre à l'étude du cas de Clyde. Soudain, Nick reçoit une lettre de Chester, le petit ami de Sarah, qui a décidé de participer à l'enquête en envoyant une liste des dépenses de Clyde pour l'acquisition d'installations industrielles au cours des 10 dernières années. Après avoir analysé les données, Nick découvre que Clyde possède un entrepôt juste à l'extérieur de la prison. Le procureur et son collègue se rendent immédiatement à l'adresse. Ils examinent minutieusement les lieux et découvrent un tunnel souterrain. En parcourant le tunnel, le procureur trouve divers vêtements, des plans de bâtiments gouvernementaux,
des moniteurs diffusant les images des caméras vidéo de la prison et des armes. En s'enfonçant dans le tunnel, il découvre des sous-compartiments menant à toutes les cellules de la prison. La cellule de Clyde s'avère toutefois vide. Pendant ce temps, Clyde, déguisé en concierge, se faufile dans l'hôtel de ville et pose une puissante bombe sous la salle de réunion où le maire devait tenir une conférence de presse 1 heure plus tard. Nick comprend que Clyde complote pour détruire le maire et d'autres employés, et se rend à l'hôtel de ville. Nick remarque un chariot de concierge à l'un des étages, et le procureur s'y précipite avec le sapeur. Comme Nick l'avait supposé, une grande valise se trouve dans le hall vide. Le sapeur regarde attentivement à l'intérieur de la valise et y découvre un dispositif dont l'explosion pourrait faire sauter tout le bâtiment. Au bout d'un moment, le maire convoque une conférence de presse et Clyde retourne dans sa cellule. Cependant, notre héros est très surpris par la présence de Nick. Le procureur reconnaît l'intelligence de Clyde et tente de le persuader de ne pas activer la bombe, car il profanerait la mémoire de sa famille par ce meurtre impitoyable. Le procureur ajoute également qu'il a retenu la leçon et qu'il ne passera plus jamais de marché avec le tueur, et que si Clyde décide d'activer la valise, il devra faire face aux conséquences de ses actes. Mais malgré les paroles de Nick, Clyde active quand même la bombe. Le procureur avertit immédiatement le prisonnier qu'il ne lui reste plus que 25 secondes à vivre et, dans la précipitation, il quitte la cellule et la ferme à clé. Au même moment, un autre policier verrouille la sortie du tunnel, et Clyde est perplexe de trouver la bombe sous son lit. Bientôt, une explosion se produit et Clyde meurt en serrant le bracelet que sa fille bien-aimée lui a offert le jour de sa mort. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.